Alors d'abord, mon cher Eric Leclerc, je vous remercie, parce que ça fait déjà 3 ouvrages que vous faites pour les éditions Les Stockades. On va enlever ça, on va faire un petit peu d'air sur la table. Ça fait déjà 3 ouvrages que vous faisiez pour les éditions Les Stockades. Et cette fois-ci, donc, on va parler de Louis de Frotté. Alors je vous avoue, moi je ne suis pas du tout un spécialiste des questions chouanes. On connaît quelques grandes lignes, on connaît quelques grands noms, mais je le confesse bien volontiers, je ne connaissais pas Louis de Frotté. Voilà, je vous avoue. Moi non plus avant de le connaître. Certes, mais vous l'avez connu bien plus tôt que moi. Il faut dire, mon cher Eric Leclerc, que vous êtes extrêmement attaché à votre région, me semble-t-il. J'aime beaucoup la Normandie, c'est vrai. Voilà. J'ai remarqué un tropisme pro-normand dans vos ouvrages et dans le choix de vos bouquins. Alors donc, on va parler de Louis de Frotté ce soir. Alors je précise que votre livre est écrit à la première personne. Tout à fait. Vous faites parler Louis de Frotté. Voilà. C'est très bien parce que ça permet justement de faire passer les choses extrêmement simplement. C'est pas parce que c'est utilisé à la première personne que c'est de la fiction. C'est rigoureusement fidèle à l'histoire, à la réalité historique, et donc c'est un ouvrage qui est passionnant et en même temps très humain puisqu'on rentre dans la personnalité, je dirais, de Louis de Frotté. La force de votre bouquin, moi ce qui m'a fait l'apprécier et ce qui m'a fait apprécier tous vos bouquins, c'est que on arrive bien à entrer dans l'univers des personnages. Vous voyez, avec Sainte Marguerite Marie, on était dans son monastère. Avec Louis de Frotté, on est en Normandie en train de combattre avec les Chouans. Et avec le curé d'Ars, eh bien, on est à Ars en train d'essayer de combattre le démon. Voilà. Donc, mon cher Éric Leclerc, comment présenter ce Louis de Frotté? Qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses ascendances? Quelle était sa carrière avant la Révolution? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Eh bien, Louis de Frotté s'appelle en réalité Marie-Pierre Louis de Frotté, mais on l'a toujours appelé, son nom usuel, ça a toujours été Louis, comte de Frotté. Donc, il naît le 5 août 1766 à Alençon, né de Henri de Frotté et de Agathe de Frotté, donc ses parents. Et donc, les Frotté, il y a deux branches et ils sont de la branche cadette. Et les Frotté de la Rimblière, puisqu'ils ont aussi une demeure à la Rimblière, à la campagne, pas très loin d'Alençon, voilà. Donc, Louis de Frotté naît en 1766, comme je l'ai dit. Donc, tout jeune, c'est un garçon un peu rebelle. Hein. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots quand il a une vérité à dire. On va dire qu'il est un chouan dès son plus jeune âge. Déjà... Il a un caractère de feu. Ah oui, il a un caractère de feu, c'est vrai. Par exemple, à l'âge de 6 ans, il se promène à Caen. Il a son bel habit, son chapeau sous le bras, comme tous les gens de son milieu, avec son épée. Et il y a une bande de jeunes garçons qui le prennent qui le surprennent par derrière pour lui voler sa bourse. Voilà. Et donc il leur dit je vous ordonne de vous arrêter, bande de gueux, enfin laissez-moi tranquille. Oh là là, le fils à papa. Alors ils vont pour lui lancer des pierres. Mal leur en prend puisque Louis de Frotté dégaine l'épée de son fourreau. Et donc, il blesse l'un de ses agresseurs. Et voilà, tout ce petit monde va prendre la poudre d'escampette. Donc, on va dire que c'est son premier acte de chouan à l'âge de 6 ans. Voilà. Donc, qui laisse déjà subodorer un caractère de feu, c'est vrai. Il naît dans une famille noble. Tout à fait. Il va s'engager dans l'armée. Il va s'engager dans l'armée à l'âge de 15 ans. Voilà, donc vous racontez bien tout son parcours. Un peu tumultueux, parce que c'était un élève... C'était un élève, je ne dirais pas dissipé, mais un élève assez exigeant. Pourquoi exigeant? Parce que Louis de Frotté, c'est quelqu'un de droit déjà, c'est quelqu'un d'entier, et il se fait une haute idée des professeurs, des précepteurs. Donc pour lui, si le professeur est professeur, c'est qu'il sait tout. C'est qu'il est supérieurement intelligent, supérieurement cultivé, et qu'il connaît tout sur le bout des ongles. Alors, vous pensez bien que quand il s'aperçoit que le professeur n'est qu'un être humain, comme tout le monde, qu'il a des qualités mais aussi des défauts, et qu'il a parfois des faiblesses, et qu'il peut oublier des choses de son sujet,
Alors là, ça ne va plus. Il faut que Louis démontre au professeur qu'il s'est trompé et que voilà, ça peut durer des heures. Ça peut durer des heures, donc il va argumenter, argumenter, si bien que voilà, donc ce n'est pas un élève facile, Louis. Et puis il a des conflits parfois qui vont presque jusqu'au point avec certains de ses professeurs. On vous laissera découvrir. Tout à fait. On vous laissera découvrir. Tout à fait. Ces conflits peuvent aller jusqu'au point. Je précise une chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Éric Leclerc va devoir nous quitter en milieu d'émission parce qu'il a un train à prendre. Donc si vous avez des questions, n'attendez pas à la fin de l'émission et vous les posez d'ores et déjà. Comme ça, quand j'aurai fini moi ma liste de questions, on pourra embrayer sur les questions du public. Nous avons déjà un don de la part de Didier Rowe, 10 euros, qui nous dit bravo pour votre courage et vos positions contre l'avortement. Et il y a 4 j'aime dessus. Donc, voilà, nous combattons l'avortement. Merci pour le don. Dédicace à Didier Rowe qui est un vrai. Voilà. Merci, cher monsieur, de financer la cause. Alors donc, Louis de Frottet, donc jeune Normand, qui intègre l'armée. Cursus classique, il est un noble, donc il va acheter une charge, je suppose. Disons qu'il est d'abord dans son oncle ou son cousin, le marquis de Rabaud-d'Ange, est dans le régiment colonel cavalerie. Donc c'est lui qui va le prendre dans son régiment. Après qu'il ait fait ses études à la pension militaire Gorsa. Voilà. Oui. Il a fait un petit séjour à Versailles, non, de mémoire, non? Oui, il allait à Versailles. C'était à Versailles, je crois, la pension Gorsas, sauf erreur de ma part. Donc, quand le temps le lui permettait, il allait à la messe à la chapelle de Versailles, parce qu'il avait parmi les pages et parmi les gardes, il y avait des gens qu'il connaissait, enfin des gens de sa famille ou de leur entourage. Donc il avait ses entrées au château de Versailles pour aller à la chapelle royale où il voyait Louis XVI et Marie-Antoinette, qui l'impressionnait quand même pour son jeune âge. Oui. Et tout le monde ne pouvait pas aller à la chapelle du château de Versailles. Oui. Mais comme Louis était comte de Frotté... Il était introduit, quoi. Il était introduit, oui, c'est vrai. Donc Louis grandit dans l'armée française, mais... Oui, à l'âge de 15 ans, donc il quitte la pension Gorsa. Ouais. Et donc, il va entrer dans le régiment de colonel général du marquis de Rabaud-d'Ange, qui est son cousin. Et donc, il va faire ses preuves, comme on dit. Il y entre en tant que sous-lieutenant auxiliaire. Et 2 ans plus tard, il sera sous-lieutenant titulaire. Donc Louis grandit, quand la Révolution éclate, donc il a 23 ans, parce qu'il est de 66. Il a 23 ans, tout à fait, oui. Alors comment est-ce qu'il voit venir ces événements, enfin comment est-ce qu'il vit ces événements, comment il voit cette Révolution? Il les vit très mal. Il sent que la Révolution, ça va être un régime de terreur et non pas de liberté, voilà. Il a cette intuition. Ah oui, il a cette intuition, et puis il voit de toute façon que c'est son monde qui est en train de disparaître. Parce que pour Louis de Frotté, un jeune noble au cœur pur et à l'âme noble, comme on dit, pour lui, la France, c'est le roi, c'est une monarchie de droit divin. Voilà, c'est le roi, c'est la France catholique, la France royale. Il ne conçoit pas qu'il puisse en être autrement. Alors, dans quel régiment il est au début de la Révolution? Au début de la Révolution, il est à Lille. D'accord. Mais il se déplace aussi un petit peu, mais il est à Lille. Et alors, comment est-ce qu'il va basculer dans la contre-révolution? Eh bien, tout au début, il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Quand on abolit les armoiries, lui, il les fait graver sur son épée, je crois. Voilà, il fait graver ses armoiries sur son épée. Et pour braver justement, le nouveau régime. Le nouvel ordre. Voilà. Le nouvel ordre, oui, voilà, c'est ça. Le nouveau conformisme, si j'ose dire. Le nouveau conformisme. Donc lui, il sera un anticonformiste. Et un jour où il doit aller à Paris pour s'expliquer, parce qu'il y a eu une bagarre entre 2 régiments, parce que l'armée était gangrénée par les idées nouvelles, comme on dit. Oui, par la racaille révolutionnaire. Par la racaille révolutionnaire, voilà. Ouais. Et donc, lui, il va aller trouver, quand il est devant Louis XVI, et il lui dit, Sire, j'ai l'intention de créer une contre-révolution, et pour vous aider, ordonnez, Sire,
et vous serez servi. Je suis je suis de votre côté. N'hésitez pas. Alors Louis XVI va se contenter de regarder ce jeune homme audacieux, mais il va juste se contenter de sourire et de soupirer, voilà. Hélas. Hélas. Et là, on est en 1791. Hein. Oui, c'est ça. Alors, Louis de Frotté va émigrer. Il va immigrer dès 1791. Dès lors qu'il apprend que le roi s'est sauvé avec toute la famille royale, donc tout son régiment part à la suite du roi, enfin, pour retrouver le roi. Et quand il arrive à Bruxelles, Louis de Frotté, il apprend que Louis XVI a été arrêté à Varennes avec toute sa famille. Et là, c'est un drame. C'est un drame pour Louis de Frotté parce que ce jeune homme qui a maintenant 27 ans, 25 ans, excusez-moi, 25 ans, 1791, pour lui, son monde s'effondre. Puisque le roi est arrêté, la famille est arrêtée. C'est lui qui rêvait justement d'aider Louis XVI à reprendre le pouvoir. C'est une tragédie. Voilà, entre guillemets, le ciel lui tombe sur la tête. Et donc là, dans un premier temps, il va rejoindre l'armée autrichienne, je crois. C'est ça. Il va rejoindre l'armée autrichienne et donc il va se mettre au service du maréchal de Broglie. On dit de Broglie. Mais oui. Bon, pas passons. Mais de Broglie, c'est de Broglie. Mais c'est pas grave. Oui. Tout le monde fait l'erreur, rassurez-vous. Il y aura donc le comte d'Artois également. Ouais, là, on dit Artois, effectivement. Là, oui. Et donc, Louis de Frotté va se battre. Mais très vite... Alors, Artois, c'est le futur Charles X, frère de Louis XVI, je précise. Hein. C'est exact. Ouais. Et donc, Louis... il a cru bien faire en combattant la République française aux côtés des armées étrangères, aux côtés de l'armée autrichienne. Mais il va vite déchanter. Parce que pour lui, l'objectif, c'est de remettre Louis XVI sur le trône de France. Et il se rend clairement compte que l'armée autrichienne, elle se bat pour l'armée autrichienne, elle se bat pour l'Autriche. Voilà, et peut-être dans l'espoir de profiter de la faiblesse de la France pour on ne sait quoi. Voilà, c'est ça. Bon, le 21 janvier 1793, eh bien, évidemment, Louis est effondré en apprenant la mort de Louis XVI. Donc, il faut soutenir le petit Louis XVII. Oui. Voilà. Et il sait clairement, de toute façon, que ce n'est pas l'armée autrichienne qui va l'aider. Puisque lorsque l'armée autrichienne est entre Strasbourg et Wissembourg, et qu'elle s'empare de la place de Wissembourg, et que Louis de Frotté prend le drapeau à fleur de lys pour le mettre, pour le planter, justement, pour le hisser, eh bien, il est vite déçu puisqu'il voit que l'armée autrichienne retire le drapeau à fleur de lys pour le remplacer par le drapeau autrichien à deux aigles. Donc il se dit finalement, ils se servent de nous. On est... voilà, on nous place, on est content de nous pour guerroyer contre les troupes républicaines françaises, mais finalement nous sommes des pions qu'il place et déplace en fonction des besoins. Donc voilà, il se dit que ce n'est pas avec ces gens-là que le roi va remonter sur le trône de France. Alors, je précise que le 3 mars, si je ne me trompe pas, 1793, l'insurrection en Vendée commence. C'est exact, oui. Et 3 mois plus tard, l'insurrection va s'étendre sur Caen. Alors, il y a peut-être un truc qu'il faut qu'on précise d'ores déjà. Et là, j'avoue, je plaide une fois encore coupable d'ignorance. C'est que quand on pense à la chouannerie et aux révoltes, sans parler des cas du fédéralisme girondin, qui est encore autre chose, bien sûr. Mais on pense spontanément, évidemment, dans un premier temps, à la Vendée. On pense aussi à la Bretagne. Mais on s'arrête là. On s'arrête là. Personne ne va penser à la Normandie, voilà. Alors qu'il y a eu une importante chouannerie normande. Voilà, donc ça c'est quand même une des révélations du bouquin, pour découvrir cette chouannerie à qui il faut rendre hommage. Parce que voyez-vous, de quoi meurt la France ? Elle meurt notamment du fait... Elle meurt de l'affaissement des consciences. C'est-à-dire elle meurt du fait que les Français acceptent ce que la classe dirigeante fait à la France. Voyez ? Et nous avons des ancêtres qui, eux, n'ont pas accepté ce que le système révolutionnaire faisait à la France. Et en ce sens, ils sont pour nous des exemples. Voilà, tout simplement. Et pour la chouannerie, elle est surtout de la conscription. Parce que, voilà, avec la conscription, chaque jeune homme
devait un service militaire à la France, il devait s'enrôler. Alors celui qui était marié, qui était père de famille, avec avec l'épouse et les enfants, il devait s'engager à donner de son temps à la République. Et ça, il se dit, ce que la royauté n'a pas exigé de nous, eh bien, la République ne l'exigera pas de nous. Oui, oui, tout à fait. Et puis le fait qu'on les prive de la religion catholique, ça, parce qu'elle était très combattue. La persécution de ce qu'on appelle les bons prêtres. Bon, début 1793, le culte catholique n'était pas encore interdit, mais ça ne saurait tarder. Il était persécuté, et Oui. il y avait la fameuse funeste constitution civile du clergé, qui a d'ailleurs été rédigée par des jansénistes, en partie Voilà, en tout ça, cas. oui. Voilà, et donc on en profite pour rendre hommage, chers amis, aux prêtres réfractaires, qui sont nos pères dans la foi, et également nos exemples aujourd'hui pour combattre la secte moderniste, on le dit en passant. Et donc, c'est de tout ça qu'est née la chouannerie, finalement. La conscription, et puis le fait qu'on s'attaque à la religion catholique. Oui, donc... C'est plus... Bon, certes, il y a eu l'exécution, il y a eu la mort de Louis XVI aussi, qui a mis le feu aux poudres également. Mais voilà, ce n'est pas que pour ça qu'il y a eu la chouannerie. Je connais mal le dossier encore, mais il paraît que Saint-Louis... Je ne prétends pas tout connaître non plus. Hein. Mais non, il paraît que Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort a fait un très bon travail en Vendée, qui a contribué au sursaut et à l'insurrection de nos chers Vendéens. Voilà. Oui, il faut que je l'étudie, c'est vrai. On en reparlera de ce grand saint. Donc, insurrection en Vendée, insurrection en Bretagne, en Normandie. Donc dans en une Normandie, bonne partie c'est de l'Ouest. ponctuel tout d'abord. Avant l'arrivée de Louis de Frotté, ce sont des attaques ponctuelles. Ce sont des actions individuelles, mais pas encore coordonnées dans un grand mouvement. C'est ça l'idée. Mais pas vraiment fédérées. Donc Louis de Frotté va aller un petit peu en 93, il va passer un peu par l'Italie, je crois, non Oui, c'est ça, oui. Mais il va finir quand même par arriver à Londres. Voilà, disons que quand il était curé de l'armée, quand il voit que son combat c'est vain, puisque ce n'est pas grâce aux armées étrangères qu'il va faire remonter Louis XVII sur le trône de France, le petit Louis XVII. Donc il préfère s'en aller et rejoindre la chouannerie. Malheureusement, il arrive après la tentative de la prise de Granville, la malheureuse tentative de prendre Granville, qui n'a pas pu se faire. Et donc, il va aller à Londres, et là, il va demander de l'aide à Lord Windham, au Premier ministre Pitt, pour l'aider, parce qu'il lui faut de l'argent, il lui faut des armes, pour pouvoir mener le combat chouan en Normandie, bien sûr. Alors d'ailleurs, ça c'est un des fils rouges de votre livre, c'est que constamment, il sera donné à Louis de Frotté le minimum de moyens militaires et financiers. Toujours. Il devra toujours se battre avec 3 bouts de ficelle, et jamais les Anglois, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une petite duplicité de leur part. Oui. Sans doute voulait-il affaiblir la France, oui. Mais il ne voulait pas non plus qu'il y ait une véritable restauration. Moi, c'est ce que je retiens de votre bouquin. Il y avait aussi d'autres chefs chouans à qui on donnait plus de moyens financiers. Je précise aussi que les frères de Louis XVI aussi n'ont pas été non plus tout à fait... Non. Et il y avait des chouans qui étaient préférés à Louis de Frotté, de toute façon. Voilà. D'autres chefs chouans avaient la préférence des frères de Louis XVI, bien sûr. Donc le combat militaire de Louis de Frotté en Normandie va commencer en janvier 95 de mémoire. Oui, non, en juin 1795. Plutôt. Voilà. Et là, il va être à la tête de la chouannerie pendant un an. Quoi. Il va être à la tête de la chouannerie normande pendant un an. C'est le fait d'apprendre la mort du petit Louis XVII qui a mis le feu aux poudres. Permettez-moi une citation de Louis XVII, puisque l'un de ses geôliers un jour lui dit « Capet, si les royalistes te délivreraient, que me ferais-tu » Et il lui répond « Je vous pardonnerai ». Magnifique. C'est très beau, oui. Voilà. Donc, Louis de Frotté arrive en Normandie. Alors, je précise que l'un des points forts de votre bouquin, que moi j'ai aimé, c'est que vous décrivez bien les combats entre les Chouans et l'armée de la République. Ça, c'est des points les plus passionnants de... J'ai essayé, en tout cas. Mais voilà. En tout cas, on est à leur côté quand on lit le bouquin, et ça, c'est un des points que moi, j'ai particulièrement apprécié dans votre livre, je vous le dis en passant. Disons qu'il y avait vraiment la volonté de vaincre les Bleus. Voilà, et de village en village, de zone en zone, de forêt en forêt. Zone, oui. Vous nous décrivez tout ça. Et grâce aux forêts, grâce aux forêts, aux buissons qui cachaient les Chouans, bien sûr. Oui, tout à fait. Et comme la Normandie est très verdoyante, eh bien Louis de Frotté était... C'est une des plus belles régions au monde, la Normandie.
Tout à fait. Je oui. lis très franchement. Tout à fait. C'est sublimissime. C'est vrai. C'est vrai. Je suis un peu jaloux. Voilà. En plus, c'est la région d'Arsène Lupin, figurez-vous. Vous voyez, donc, et de Maupassant, je crois. L'aiguille creuse. Ouais, bah, monsieur est un vrai, il connaît l'aiguille creuse. Il connaît Etretat. Oui. Vous avez un petit mot à nous dire sur les combats de Louis de Frottet en 95-96, éventuellement? Bah, il y a eu aussi, il a combattu au Petit Ceylan, donc où Chouan et Républicains se sont combattus pendant 2 heures. Et donc il y a eu plusieurs morts, bien sûr, il y a eu des blessés. Et puis il va au front, Louis de Frottet. Hein. Ah oui, oui, oui. Il faut savoir que Louis de Frottet ne restait pas là à attendre que ses camarades se battent, bien cachés. Ouais. Non. Lui, il mettait, comme on dit, les mains dans le cambouis. Pas sûr Excusez-moi l'expression. Pas sûr que les élites françaises qui ont succédé aux anciennes fassent de même en pareilles circonstances. Hélas. Non, alors, lui, il risquait sa vie tous les jours, de toute façon, avec ses hommes. Il n'y allait pas de main morte. Ah non, il n'y allait pas de main morte, alors, c'est vrai. Je vais lire un petit extrait quand même qui est révélateur. Mais je vous en prie. Puisqu'en fait, quelle est cette scène? C'est qu'il y a un groupe de républicains mené par un prêtre défroqué. C'est ça. Cuireau, je crois. Voilà, Cuiret, je crois. Cuireau ou Cuiret. Qui vont, ces ordures, il n'y a pas d'autre mot, qui vont qui ont violé les femmes d'un village. Ah oui, c'est ça. Hein. Et donc, il va y avoir une expédition punitive sur ces types-là, qui en plus étaient partis avec des femmes. Hein. Donc, Éric Leclerc fait pas Louis de Frottet. Donc, il nous disait, donc, pour ma part, je me trouvais à Noron. Aussi, quand j'ai appris comment les Bleus s'étaient conduits à Bernières, je rassemblais mes hommes pour aller venger l'honneur de ces femmes. Je postais mon petit monde au vallon de Bellefontaine, le village se trouvant dans notre champ de vision. Quel ne fut pas mon dégoût lorsque je vis tous ces soudards bleus qui quittaient Bernières avec une dizaine de femmes qu'ils avaient capturées, puis attachées à la queue de leurs chevaux et qu'ils traînaient. Faut-il être dépourvu d'humanité pour se conduire comme de tels porcs? Mais Chouan et moi-même fîmes feu sur tous ces bleus qui avaient violé, et le satanique curé Cuiret, qui commandait ces êtres ignobles, fut tué le premier. Le monde comptait déjà un misérable de moins. Ces goujats tentèrent de se protéger au talus des chemins et dans les buissons. Nous continuâmes de charger et de poursuivre tous ces manants pour renvoyer ces bêtes malfaisantes qui s'enfuirent vers Vire. Alors Vire, c'est une ville ou un village de Normandie. C'est une petite ville de Normandie, oui. Où elles étaient cantonnées. Lorsque nous libérâmes enfin les femmes de Bernières de leur corde, je ne pus que m'attendrir sur les regards de soulagement que nous lancèrent, nous sachant gré de notre sens des valeurs, mais surtout du fait que nous venions sans nul doute de leur sauver la vie. Voilà. Ah, tout à fait. Louis de Frottet blague pas quand même. Hein. Ah non. Et donc il a défendu ces femmes. Donc j'ai envie de dire que c'est un défenseur de la cause des femmes avant l'heure, quelque part. Oui, tout à fait. Et alors, mon cher Éric Leclerc, il y a quand même des brebis galeuses parmi ces chouans. Alors, il était infiltré, bien sûr. Avant de parler de la contre-chouannerie, est-ce que vous pouvez parler de l'affaire de Madame comment s'appelle oui, Madame de Douanel. De Douanel. Alors un soir, Madame de Douanel reçoit Louis de Frottet et toute son équipe, si je puis dire. Oui. Donc elle leur dit: oh là là, messieurs, ne vous inquiétez pas. En plus il pleuvait, je crois. Donc ne vous inquiétez pas, ce soir les républicains ne viendront pas ici, vous savez, ils sont en train de dormir. Retirez vos fusils, ce n'est pas la peine de vous trimballer avec ça à table. Ah non, madame, lui répond Louis de Frottet, nos armes sont comme nos femmes, nous dormons avec elles. Et il a bien fait Louis de Frottet, parce qu'il sentait qu'elle était trop confiante. Il sentait que madame de Douanel était trop confiante. Et donc il a bien fait de se méfier, parce que d'un seul coup, eh bien, il y a les Bleus qui arrivent, et ils n'ont que le temps de prendre la poudre d'escampette pour fuir. Alors je précise aussi que Louis de Frottet, ses parfois sont très cruels. Hein. Il y a le village de Tingebray, où ces hommes n'hésitent pas à aller brûler les maisons, parce qu'en fait c'est un village qui est totalement gagné à la Révolution et qui trahit la cause. C'est ça, c'est un village qui est totalement gagné aux Bleus à la Révolution. Et donc... Donc ce jour-là, en 1796, eh bien, ils essayent, les chouans de Louis de Frottet, de s'emparer de la ville de Tingebray, mais il est impossible d'entrer. D'ailleurs, il y a le messager qui se fait assassiner. Ouais. Qui se fait assassiner, de toute façon, alors qu'il avait le mouchoir blanc, symbole de paix. Et donc il se fait assassiner. Alors, il commence à tirer, bien sûr, il commence à y avoir des coups de feu échangés, et d'un seul coup... les Bleus demandent à ce qu'il y ait une accalmie. Seulement, d'une maison
il y a quelqu'un qui tire un coup de feu. Alors là, Louis de Frotté était furieux. Et quand l'adversaire dépassait les bornes, et c'est là qu'il pouvait se montrer cruel. Donc il dit incendier cette maison. Et donc, alors, il y a plusieurs versions, mais moi j'ai retenu surtout celle-ci qui me paraissait plus probable. Donc ils envoient des torches enflammées sur le toit de la maison qui devient bientôt un brasier. Et donc il y avait des barils de poudre qui n'étaient pas très loin et qui ont explosé, et c'est ce qui aurait entraîné l'explosion de toutes les maisons. Donc c'est un gigantesque incendie, ça c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'un adversaire de taille qui est Louis de Frotté, qui est Hoche? Ah oui, Hoche. Et de la contre-chouannerie, phénomène pervers. Enfin, oui, alors perverse plutôt. Hoche, c'est un général républicain qui aimait bien alterner le chaud et le froid. Donc il disait, regardez la Vendée, maintenant ils se sont rendus, tout va bien en Vendée maintenant. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour la Normandie si les Chouans se rendaient? Par contre, dès lors que les gens s'étaient rendus, c'était le premier à leur planter le poignard dans le dos. C'était ça, Hoche. Et malheureusement, il va approuver la création des contre-Chouans. Parce que quand les républicains voient que les Chouans gagnent du terrain, qui remportent beaucoup de batailles dans le moindre des hameaux, dans le moindre des villages, eh bien ils ont peur. Donc quelle est la meilleure façon de contredire, enfin de s'opposer aux Chouans? Eh bien la création de contre-Chouans. La création de contre-Chouans, alors qu'est-ce que les contre-Chouans? Eh bien ce sont vraiment des repris de justice qu'on va aller chercher dans les prisons, qu'on va aller chercher dans les égouts, comme si je puis dire. Oui, les racailles, quoi. Les racailles, qu'on va chercher parmi la racaille la plus vile, pour justement, donc on leur demande de s'habiller comme des Chouans, de crier vive Dieu, vive le roi, et de commettre les pires atrocités dans les villages, de violer les femmes, de voler, de piller, de mettre le feu à... Des atrocités sous faux drapeau. Des atrocités sous faux drapeau. Voilà. Et il y a même un passage donc, que j'ai l'envie de lire, page 80. Voilà. D'ailleurs, comme je le dis, que celui qui ne comprendrait pas ce que furent les contre-Chouans ou faux Chouans se souvienne bien de ce que Sautin, ministre de la police, écrivait le samedi 13 juin 1795 à son subordonné, un certain Ouvrard. Alors voilà, il faut que la chouannerie soit déshonorée dans ses œuvres vives. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre vous donnent des instructions dans ce sens. Moi, je vous annonce quelques centaines d'hommes d'exécution que vous pouvez employer à tout, qu'ils soient barbares, en criant « Vive le roi », en priant le ci-devant bon Dieu. Faites dresser des procès-verbaux horribles par les compères des administrations départementales et qu'on m'adresse tout cela saupoudré de larmes. Le reste me regarde. Voilà. Donc, dès lors qu'on lui adressait tout ça, eh bien, que faisaient les autorités républicaines? Eh bien, elles envoyaient les colonnes mobiles, voilà, chargées d'écraser cette fois les vrais Chouans, voilà. C'est ça la contre-chouannerie, hein. Alors on va avancer un petit peu. Donc il y a quand même des événements qui font qu'en France, plusieurs chouanneries sont contraintes d'arrêter le combat. Malheureusement, oui, par manque d'argent, par manque de moyens. Voilà, bien sûr. Louis de Frotté va refuser de signer la trêve, il va le faire par quelqu'un d'autre, mais ça. Oui, voilà. Il reprendra les combats d'octobre 99 à février 1800. C'est bien ça, oui. Et un petit mot sur sa capture, peut-être? Eh bien, donc depuis 1799, il s'est bagarré, il s'est vraiment bien battu. Il y a eu des victoires, bien sûr. Malheureusement, l'argent manque. Les armes manquent. Et surtout, il y a Napoléon qui arrive au pouvoir. Et donc, il va susciter un espoir chez les gens, et surtout parmi les chefs chouans, qui vont écouter les appels de Napoléon. Mais Louis de Frotté, il sait très bien que Napoléon n'entend obéir qu'à un seul maître, Napoléon, voilà. Louis de Frotté sait très bien que Napoléon Bonaparte est napoléonien bonapartiste.
et qu'il ne remettra pas la monarchie, en tout cas certainement pas le roi sur le trône. Donc c'est un jusqu'au-boutiste, Louis de Frotté. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand on a appelé Robespierre l'incorruptible. Parce que l'incorruptible, ça n'est pas Robespierre qu'il aurait fallu appeler l'incorruptible, mais bien Louis de Frotté. Puisque c'est un incorruptible, et rien ne va le faire démordre de sa volonté de mettre Louis XVIII sur le trône de France. Donc il continue le combat, mais ça s'essouffle, si bien que il s'adresse aux généraux Guidal et Chamberlac en février 1800. Et donc ces hommes y vont, et on leur dit non, les généraux leur disent non, toutes ces difficultés ne peuvent être réglées que par l'arrivée de votre chef, Louis de Frotté. Et donc c'est comme ça que Louis de Frotté va aller à Alençon avec ses hommes, donc ils sont 7, mais il y va, mais il est conscient. Parce que comme il a dit à Michelot, l'un de ses compagnons de route, mon cher Michelot, je sais que je vais à la mort. Donc souviens-toi du pauvre Frotté, mais il sait qu'il va à la mort. Même sur la route, quand il est question de changer les chevaux, eh bien, le commerçant leur dit non, je ne changerai pas vos chevaux. Il y a un guet-apens qui se prépare contre vous, vous allez à la mort. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs sur la route qui leur dit vous allez à la mort. Alors Louis de Frotté répond en rigolant, même s'il n'est pas dupe, tout va bien, j'ai mon laissez-passer. Oui, un sauf-conduit, oui. Oui, son sauf-conduit, oui. Et donc ils arrivent à Alençon, à 10h du soir, ils vont faire un bon repas, parce qu'ils savent certainement que c'est le dernier repas, donc dans une auberge. Et après, vers 11h du soir, ils se rendent donc donc à l'hôtel du Cygne, pour y trouver le général Guidal et le général Chamberlac. Et donc, c'est au général Guidal qu'il a d'abord affaire. Donc, Louis de Frotté, donc, il y a d'abord les amabilités d'usage. Et puis après, le général Guidal devient plus ferme. Il lui dit, par contre, j'exige que vous me rendiez les armes que vous avez cachées. Alors Louis de Frotté lui dit, écoutez, il n'y a plus d'armes, il n'y a pas d'armes, je ne cache pas d'armes. Moi, des sources sûres me disent que oui. Puisque je vous dis que non, lui répond Louis de Frotté. Puisque je vous dis que oui, répond Guidal. Non, oui. Enfin, et Louis de Frotté réplique non. Et là, le général Guidal sait qu'il n'obtiendra rien de plus de Louis de Frotté. Donc il dit, écoutez, je vais aller parler au général Chamberlac de tout ce que vous m'avez dit. Donc je vais le retrouver, et donc, il laisse Louis de Frotté dans cette petite pièce du premier étage. Et donc, il s'en va. Louis de Frotté, il a le cœur qui bat parce qu'il sait que de toute façon, il l'attend, de toute façon, il le voit venir, le guet-apens. Et d'un seul coup, il y a les soldats, les bleus qui arrivent. Et donc, il va briser son sabre contre la cheminée. Et il dit, j'exige de voir les généraux. On ne va pas le lui permettre. Et donc, il est arrêté. Et alors, il dit, j'ai quand même mon sauf-conduit. Alors, le soldat est rouge tellement il a honte. Il lui dit, votre sauf-conduit expirait à minuit. Il est minuit 3. Voilà. Il faut savoir qu'il a été arrêté le 16 février à minuit 3. Donc... Et il n'a pas été pris les armes à la main, il n'a pas été pris en train de combattre. Il a été pris en traître. Il a été pris en traître, c'est le cas de le dire. C'est comme ça qu'il a été arrêté. On laissera les lecteurs découvrir la fin de Louis de Frotté, mais avant qu'on prenne est-ce qu'il y a des questions du public intelligentes, c'est possible d'ailleurs, et sur le sujet? Pas sur le sujet. Ouais, bon, alors laisse tomber. Mais peut-être un petit mot, mon cher Éric Leclerc, sur Charlotte Corday. Oui. À la fin, je le compare à Charlotte Corday parce que j'ai envie de dire que ce sont deux âmes pures, deux âmes au cœur pur, qui étaient natives de l'Orne, toutes les deux, qui étaient de la même génération. Louis de Frotté en 1766, Charlotte Corday en 1768. C'était des gens qui ont vécu à Caen et qui avaient un idéal. Donc elle était plutôt pour une démocratie chrétienne et sociale, mais
même si elle se disait républicaine, elle était pour le roi finalement. Parce que qu'est-ce qu'elle reproche à Louis XVI? Un roi faible ne peut pas être bon. Il ne peut empêcher le malheur de son peuple. Elle lui reproche de ne pas jouer son rôle de roi. Elle aurait voulu qu'il soit la locomotive de la Révolution, mais elle parle toujours de garder le roi. Donc pour moi, si elle avait continué d'exister, elle aurait été pour une monarchie constitutionnelle. Bon, Louis de Frotté était pour une monarchie de droit divin. Mais ils auraient eu énormément de choses à se dire parce que c'était deux âmes au cœur pur. Deux âmes qui se sont sacrifiées pour sauver leur idéal. Et je dis toujours que si Louis de Frotté avait dû épouser une femme, il se serait très bien entendu avec Charlotte Corday. Voilà. Allez savoir. Voilà. Donc je sais que c'est un peu un rêve, mais j'imagine très bien Louis de Frotté marié à Charlotte Corday. Voilà. Il y a des questions sur le sujet. Une question de Clément Gonfroy. Cher Eric, quelques mots sur la foi, la piété de Louis de Frotté. Eh bien, Louis de Frotté, on l'a accusé de ne pas être catholique. Erreur. Il a toujours été catholique, même si son catholicisme a toujours été tiède, c'est vrai. Cependant, vers la fin, il faut l'avouer, vers la fin, il était beaucoup plus convaincu. Voilà, il était beaucoup plus fervent dans son catholicisme. Oui, dans les épreuves. Dans les épreuves, voilà. Les épreuves ont renforcé sa foi. Mais personne ne peut accuser Louis de Frotté de ne pas être catholique parce qu'il l'a toujours été, bien sûr. Une question de Kevin. Que peut-on dire de Georges Cadoudal? Ils ont combattu ensemble, je crois. Ils ont combattu ensemble, mais Georges Cadoudal s'est arrêté avant Louis de Frotté. Bon, je n'ai pas assez étudié Georges Cadoudal, mais c'était deux personnes qui en voulaient, qui voulaient aller jusqu'au bout de leur idéal. Voilà. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire, voilà. Adéna, quels étaient les rapports entre Louis de Frotté et François Charette de la Contrie? Eh bien, Louis de Frotté et François Charette de la Contrie, c'était vraiment deux âmes qui voulaient combattre, bien sûr. Sauf que François de Charette, il lui disait « J'espère que vous ne serez pas trompé par les illusions, par tout ce qu'on vous dit, voilà. Mais je suis convaincu que vous me dites ce que vous croyez être la vérité, voilà. » Donc, chacun a combattu de son côté, de toute façon. Mais c'était des hommes qui s'entendaient bien et qui n'avaient que... Pour eux, ils avaient la même finalité, le retour du roi sur le trône de France, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions. Alors, est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur le bouquin, mon cher Eric Leclerc? Mon livre sur Louis de Frotté, eh bien, moi, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, si je puis dire, dans l'énergie normande. Oui, dans l'écriture de ce livre sur Louis de Frotté, parce que ça m'attriste toujours de voir que lorsque les gens évoquent la chouannerie, ils pensent toujours à la Vendée et à la Bretagne, et jamais à la Normandie, alors qu'il y a eu une importante chouannerie normande et que c'est Louis de Frotté qui l'a animée, justement. Peut-être que pour mot de la fin, on pourrait évoquer qu'on a mis beaucoup de temps, que sous la Restauration, ça a pris énormément de temps pour qu'on lui rende hommage. Ah oui, puisque Louis XVIII est remonté sur le trône en 1814, et il a fallu attendre 13 ans. Donc il est décédé en 1824, Louis XVIII, et Charles X est monté sur le trône en 1824, et il a fallu attendre 1827 pour qu'il y ait un monument, un cénotaphe, donc dans l'église de la Madeleine de Verneuil-sur-Avre, où on voit les 7 compagnons, voilà, tous réunis. Donc il a fallu 13 ans après la Restauration pour lui rendre hommage, parce que les amis de Louis de Frotté, ou ceux qui ne l'avaient pas oublié, ont bataillé. Donc pour moi, je pense sincèrement que Louis de Frotté aurait été déçu de la Restauration. Je ne m'en cache pas. Oui, d'autant qu'elle n'a pas restauré le droit divin, mais en tout cas, ce n'est pas la reconnaissance qui a forcément, effectivement, étreint, je dirais, la nouvelle équipe dirigeante. Non, disons que Louis de Frotté s'est battu de façon désintéressée. Et c'est ça l'intérêt de mon livre, c'est vraiment découvrir un personnage qui va se battre pour Dieu et le roi, vraiment de façon désintéressée, sans rien attendre. Qui va s'oublier lui-même, tout à fait. Qui va s'oublier lui-même. Ce que ne pensaient pas tous les chefs chouans. Parce que les chefs chouans, il y en a qui se sont laissés bercer par les promesses des Bleus. Ce que ne voulait pas Louis de Frotté. Pour lui ne demandait rien pour lui-même. Il combattait vraiment pour son idéal. Ça me rappelle de façon désintéressée. Un roman de Steinbeck où l'un des héros se fait tuer. Et c'est la fin du bouquin, une très belle fin de bouquin. Et c'est parce qu'il y a une révolte qui est en train de commencer. Et l'un des personnages prend le corps du héros qui vient se faire tuer.
Il leur dit « Camarade, celui-là ne voulait rien pour lui. » Et il répète « Camarade, celui-là ne voulait rien pour lui. » C'est une très belle fin. J'ai oublié le nom de ce roman. C'était Dans un combat douteux, je crois. Très bon roman de Steinbeck, en passant. On part un peu littérature de temps en temps. Bah écoutez, cher Eric Leclerc, merci d'être venu présenter c'est moi qui vous remercie. Ce livre. Et je voudrais quand même ajouter une phrase de Michel Moulin, l'un de ses compagnons de route, qui disait à propos de Louis de Frotté, et ça résume tout à fait le personnage, « S'il eût été placé sur un plus grand théâtre, il aurait joué un rôle digne des plus grands noms. » Voilà. C'est ça. C'était une âme d'exception. C'était une âme d'exception. Et donc, je vous invite à venir me voir à la librairie du Ken oui, vous faites ce samedi 19 juillet, donc de 14h à 19h, où je serai costumé en chef chouan d'apparat. Pour, vous reprendrez la potion des visiteurs. Plutôt, voilà. Et donc, je vous dédicacerai mon livre intitulé Louis de Frotté, le chou en normand qui défia la Révolution. Voilà. Celui-là et éventuellement le bouquin sur le curé d'Ars ou Sainte Marguerite Marie à la coque. Voilà. Tout à fait. Et donc, je vous remercie et je vous invite, j'invite les gens qui voudraient plus de précision, à me rejoindre sur Instagram. Donc vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Donc Eric Leclerc écrivain, donc tout collé. Voilà. Donc n'hésitez pas, chers amis, à aller sur l'Instagram d'Eric Leclerc. Et puis si vous êtes dans la région francilienne, ma foi, n'hésitez pas à venir lui faire un petit coucou à la librairie du Ken, 27 avenue du Ken, métro Saint-François-Xavier. Voilà, donc Eric Leclerc sera là. Moi, je vous remercie, mon cher Eric Leclerc, pour l'ensemble de votre œuvre, si j'ose dire, puisque vous nous permettez de redécouvrir des très belles figures françaises et catholiques, que ce soit Louis de Frotté, le curé d'Ars, Sainte Marguerite Marie et d'autres encore demain. Donc voilà, merci beaucoup pour le boulot. C'est moi qui vous remercie, Adrien Bauzy. Il n'y a pas beaucoup de monde qui contribue à ça aujourd'hui, hélas.